et coordonné par l'Office international de l'eau, puisque ce projet concerne plusieurs bassins en Afrique, 7 bassins en l'occurrence, et pour lequel le RAOB, le réseau africain des organismes de bassin, joue un rôle particulier pour coordonner justement les activités de ce projet, y compris des échanges d'expériences entre ces bassins. Je vais commencer par présenter les intervenants, comme ça sera fait. Et je vais appeler les premiers intervenants à venir s'asseoir au panel. Tout d'abord, Madame Aminata Sogna Diop, qui est la chef de la division des investissements et des financements extérieurs au Haut Commissariat de l'OMVS, mais qui est également la coordonnatrice du projet d'Innoba au sein du réseau africain des organismes de bassin, dont le secrétariat est assuré par l'OMVS. J'appelle également Monsieur Dibili Logo, qui est le directeur exécutif adjoint de l'autorité du bassin de la Volta, qui est un des 5 bassins qui bénéficient directement du projet d'Innoba. J'appelle ensuite Monsieur Lamine Konaté, qui est expert et point focal du projet d'Innoba au sein de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie. Monsieur Lionel Goujon, qui est le responsable de la division eau et assainissement de l'Agence française de développement, qui finance donc le projet d'Innoba. Et enfin, Monsieur Sami Osman de NELZAP, qui est donc un des organes de la Nile Basin Initiative, également bénéficiaire du projet d'Innoba. Et je vais passer tout de suite la parole à Madame Diop, qui va donner un aperçu général en anglais et en français. Alors j'ai oublié de dire, vous pouvez prendre les écouteurs pour les anglophones. Certains vont parler en français, d'autres en anglais, et vous avez les deux canaux pour la traduction des langues. Mais la première présentation de Madame Diop sera dans les 2 langues. Aminata, vous avez la parole. Merci, Monsieur Brachet. Merci, Monsieur Brachet. Dans le cadre de la coopération transfrontalière, l'Agence française de développement... Est-ce que vous m'entendez? Allô? Encore? Voilà, merci. Dans le cadre de la coopération transfrontalière, l'Agence française de développement appuie le réseau africain des organismes de bassin dans le cadre du projet de dynamisation des... Okay. D'accord. Dans le cadre d'un projet de dynamisation des appuis aux organismes de bassin transfrontaliers africains pour une gestion améliorée des ressources en eau. Le projet est coordonné par l'Office international de l'eau et l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, qui assure le secrétariat technique permanent du réseau africain des organismes de bassin. Je salue la présence du haut-commissaire adjoint, M. Bangoura. C'est un projet pilote qui vise 7 organismes de bassin africains. C'est un projet d'un budget de 3 millions d'euros sur 3 ans. L'objectif principal de ce projet est de renforcer les capacités des organismes de bassin concernés dans les piliers de l'AGIR et de promouvoir le partage d'expériences pour une meilleure gestion des ressources en eau à l'échelle des bassins versants. Déplacer un petit peu sur la droite parce que c'est trop proche. Ah, d'accord. Non, c'est pas grave. Voilà. Le projet s'articule autour de 4 composantes. Amélioration de la gouvernance des organismes de bassin transfrontalières, leur organisation institutionnelle et la mise en place de nouveaux systèmes de mécanismes de financement autonomes et durables. La deuxième composante concerne le renforcement de systèmes d'information sur l'eau, l'utilisation et la diffusion des produits ainsi que le développement d'outils d'aide à la décision.
L'appui à la planification stratégique des mesures et actions pour améliorer la gestion des bassins versants constitue la troisième composante et la promotion de nouveaux modes de partage d'expériences et d'échanges entre les organismes de bassin concerne la quatrième composante qui est celle qui est dédiée au RAOP et coordonnée par l'OMVS et l'OIO. Dans le cadre des activités de partage des connaissances entre les organismes de bassin transfrontaliers, nous avons le volet renforcement des capacités par des formations et webinaires, des échanges et des voyages d'études et enfin le renforcement de la gouvernance et du fonctionnement du RAOP. Comme réalisation, nous pouvons noter un webinaire de priorisation des formations, la relance du système africain d'information sur l'eau et enfin un atelier régional sur l'hydrodiplomatie et la gouvernance des eaux transfrontalières en Afrique de l'Ouest et centrale. Et comme perspective, nous avons le projet Peer-to-Peer en collaboration avec le RIOP sur financement de l'Union européenne. Dans le cadre des formations, nous avons pu prioriser les formations avec un atelier sur l'hydrodiplomatie. D'autres formations se feront par la suite. Dans le cadre de l'atelier de formation sur l'hydrodiplomatie, nous pouvons dire que c'était une initiative conjointe du Réseau africain des organismes de bassin pour la phase pilote du projet de programme de formation en hydrodiplomatie en Afrique, financé par la Direction du développement et de la coopération suisse et l'Agence française de développement. 57 représentants d'organismes de bassin, ABN, ABM, ABV, CBLT, SICOS, OMVS et OMVG, d'autres acteurs de l'eau, des universitaires, de jeunes professionnels ont été formés du 22 au 24 avril 2024 à Dakar, avec pour objectif de contribuer au renforcement des capacités de gestion collaborative des eaux transfrontalières en Afrique de l'Ouest et centrale. Ce qui a permis un partage d'expériences entre les OBT en matière d'hydrodiplomatie, un cours d'introduction sur l'hydrodiplomatie et des ateliers World Café de réflexion sur les thèmes gouvernance et financement, système d'information et connaissances, et enfin planification et action. L'atelier a permis un enrichissement mutuel des compétences, une meilleure compréhension des concepts fondamentaux, des objectifs et des approches de l'hydrodiplomatie, l'élaboration d'une feuille de route pour le développement futur d'un programme de formation en hydrodiplomatie. Les messages clés que nous pouvons retenir, l'importance de poursuivre la collaboration pour la gestion efficace des ressources en eau transfrontalière au niveau des bassins transfrontaliers, élargir la formation sur l'hydrodiplomatie à d'autres acteurs, à savoir les élus locaux, les parlementaires, la communauté scientifique, les étudiants et la société civile. Enfin, une meilleure collaboration et implication des jeunes sur les questions liées à l'hydrodiplomatie. Avant de terminer ma présentation, je laisse le soin à M. Brachet de vous présenter les premiers marchés composantes 1 à 3 et vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Aminata. Donc effectivement, dans le cadre des 3 premières composantes, Aminata vous a beaucoup parlé de la 4e composante où le réseau africain enrichit à travers un dialogue entre les bassins de Dinoba. Mais il y a également les 3 composantes dédiées aux bassins eux-mêmes, avec un certain nombre de marchés à travers ce qu'on appelle un accord cadre qui a été lancé suivant les procédures de l'AFD. Donc il y a tout d'abord des activités en hydrologie spatiale. Certains d'entre vous étaient là hier avec le CNES, Centre national d'études spatiales français, et l'Institut de recherche pour le développement, et un certain nombre de bassins donc travaillent ensemble autour de ce concept d'hydrologie spatiale, mais également avec le bassin du Congo sur ces activités et le bassin du Sénégal. Un premier marché vient d'être lancé, hein, il y a de cela quelques semaines, sur la protection des têtes de bassins versants dans le Fouta Djallon, avec 3 bassins versants dont les sources sont justement dans le Fouta Djallon, à savoir le bassin du Niger, l'OMVG et le bassin du Sénégal.
Des stations vont être installées dans les mois qui viennent. Le marché a également été attribué dans 2 bassins, le Niger et la Gambie. Ils vont en parler tout à l'heure. Un programme d'investissement climat va être réalisé pour la BV. Je vais rapidement parce qu'en fait, les bassins vont parler eux-mêmes de ces activités. Un observateur du bassin du lac Tchad qui malheureusement n'est pas avec nous aujourd'hui. Et Monsieur Samy du NELSAP parlera au-dessus des études qui vont être réalisées sur les eaux souterraines. On peut passer à la diapo suivante, je crois que c'est la diapo en anglais. Et je vais m'arrêter là et laisser surtout la parole maintenant aux bassins qui vont eux-mêmes s'exprimer sur leurs attentes et leurs perceptions du projet d'Innova. La parole est donc maintenant à Monsieur Dibi Milogo. On peut changer de PowerPoint pour qu'il présente les activités dédiées au bassin de la Volta dans le cadre du projet d'Innova. Merci. Ok, bonjour tout le monde et merci encore d'être venu. Merci aussi pour l'invitation. Je suis chargé de parler d'Innova, mais pour ce qui concerne le bassin de la Volta. Oui, on rappelle, le projet d'Innova est financé par l'AFD, que nous remercions ici, et exécuté par l'OIO. Et dans le cadre du renforcement des bassins transfrontaliers africains, vous comprenez que l'autorité du bassin de la Volta bénéficie aussi de ces projets. Et entre autres activités à réaliser au niveau de l'autorité du bassin de la Volta, c'est le mécanisme de financement qui doit être opérationnalisé, l'élaboration du plan d'investissement climat, le développement d'outils de gestion des coordonnées des infrastructures. Oui, mais avant ça, il faut rappeler ce que c'est que l'autorité du bassin de la Volta. Comme son nom l'indique, c'est une autorité qui est installée sur le bassin de la Volta. Bassin de la Volta, long de 1850 km, avec une superficie de 400 000 km², répartie dans les 6 États qui sont fondateurs de l'autorité du bassin de la Volta. La population est autour de 35 millions d'habitants aujourd'hui, avec une population à majorité rurale, mais aussi un gros atout qui est que nous avons l'un des plus grands lacs artificiels au monde. Oui, quels sont les enjeux transfrontaliers que nous avons? C'est entre autres la réalisation, le développement des infrastructures d'irrigation, des infrastructures d'hydroélectricité, transfert d'eau, pêche, les changements climatiques aussi qui sont en tout cas des faits à notre niveau et pour lesquels il va falloir trouver des solutions. En ce qui concerne les activités proprement dites d'Innova au niveau de l'autorité du bassin de la Volta, c'est l'opérationnalisation du mécanisme de financement autonome. En 2014, nous avons réalisé, grâce à l'AFD d'ailleurs, le mécanisme de financement autonome de l'autorité du bassin de la Volta. Et aujourd'hui, il est important pour nous que, avec d'Innova et dans le cadre de ce projet, nous puissions opérationnaliser en tout cas cette étude. C'est vrai qu'il y a des mécanismes qui sont déjà prévus, des principes prélevés-payeurs, pollueurs-payeurs, avec des taux qui ont déjà été fixés. Maintenant, il nous reste à passer à la phase opérationnelle de ce mécanisme. Et on espère que d'ici septembre, on pourra entamer ce processus. L'autre projet, c'est l'élaboration du programme d'investissement climat. Il faut le rappeler que le PIC Volta est essentiel pour adapter les infrastructures et les pratiques de gestion de l'eau aux défis climatiques. Il intègre des mesures d'atténuation, d'adaptation cruciales pour la résilience des écosystèmes des populations locales. Pour nous, il est important de pouvoir élaborer ces documents pour attirer aussi un certain nombre de financements dans les domaines du climat. Et il faut dire que dans le cadre d'un projet préalable,
nous avions déjà entamé les diagnostics qu'il va falloir peaufiner et passer à l'étape de réalisation de ce plan d'investissement climat. Et d'ici juin, on espère en tout cas entamer ce processus. Ensuite, on a les outils de gestion coordonnée des infrastructures. Il faut dire que cette activité fournira en complément à Volta Alarme d'autres outils, bien sûr, qui aideront à constituer l'annexe correspondant à la charte de l'eau, entre autres. Et la période de démarrage, c'est autour de juillet 2024. En ce qui concerne l'assistance technique à la ratification de la charte de l'eau, l'autorité du bassin de la Volta dispose d'une charte de l'eau qui a été adoptée en 2019 par le Conseil des ministres. Il reste l'étape d'approbation par les chefs d'État et de ratification. Donc nous souhaitons que dans ce projet aussi, nous puissions être accompagnés à la ratification de ce document important pour la vie de l'autorité du bassin de la Volta. Bien sûr, en tout projet, il y a les modalités de suivi. On a déjà entamé un certain nombre de choses, notamment l'évaluation initiale, et des ateliers ont eu lieu. Maintenant, la dernière étape de l'évaluation sera l'évaluation finale qui se fera à la fin du projet, bien sûr. Et enfin, vous avez les questions d'hydrologie spatiale qui vont concerner les données satellitaires, les modèles hydrologiques, les réseaux de stations virtuelles, etc. Mais l'idée, c'est que ces données d'hydrologie spatiale permettront une surveillance continue et précise des ressources en eau, facilitant la gestion des risques liés aux inondations et aux sécheresses, et elles amélioreront également la modélisation hydrologique, aidant à la planification et à la gestion durable des ressources en eau dans le bassin de la Volta. Donc, en clair, il faut dire que chacune de ces activités citées ici est d'une importance capitale pour une meilleure gestion des ressources en eau au niveau de l'autorité du bassin de la Volta. Et nous espérons que dans le cadre de ce projet, nous allons pouvoir les mettre efficacement et nous espérons et nous osons croire que, avec les compétences qu'on a, que Dinoba sera à la hauteur. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Milogo. On va passer maintenant au bassin de la Gambie avec Monsieur Konaté. Donc, nouveau diaporama qui va nous présenter les activités avec l'OMVG dans le cadre d'Innoba. Merci, monsieur le modérateur. Bonjour à tout le monde. Je m'en vais vous faire l'économie des activités qui sont prévues dans le cadre de ce projet entre l'OMVG. En termes d'introduction, c'est-à-dire, en fait, c'est suite à une lettre que l'OMVG a reçue en juillet 2022, nous notifiant que l'organisation bénéficie du soutien de l'AFD à travers une coordination de l'OIO des activités de ce projet. Suite à cette notification, les deux institutions ont travaillé ensemble et ont abouti aux résultats suivants. L'identification des activités à travers des ateliers en visioconférence et en réunion physique, la participation de l'OMVG à 2 comités techniques, notamment en visioconférence, et respectivement en juillet 2023 et en février 2024, et aussi à l'accueil d'un instant technique de l'OIO à Dakar depuis octobre 2023 au sein de l'OMVS et de l'OMVG dans le cadre du RAO. Dans le cadre de ce projet, l'OMVG avait ciblé à la base quelques composantes. Il s'agit de la première composante qui concerne la consolidation du financement autonome et des OBT. Cette composante est suivie de la deuxième en ce qui concerne l'équipement en suivi hydrologique, hydrologie in situ et hydrologie spéciale. Et aussi, la troisième composante concerne des actions pilotes de protection des têtes de source au niveau des bassins dans le Fouta Diallo. Il y avait une quatrième composante
qui était commune à tous les organismes de bassin. Il s'agit de la composante qui est actuellement en cours d'exécution au niveau des RAOB, ce qui concerne le renforcement de capacité, notamment l'échange d'expériences entre les différents OBT en Afrique. Maintenant, les activités qui sont en cours de réalisation que je vais vous présenter. La première activité, qui est la plus avancée d'ailleurs, concerne les actions pilotes de protection des têtes de bassin au niveau du Fouta Djallon. Il y a un de nos collègues ici qui gère cette composante. Certainement, il reviendra dessus pour donner de plus en plus d'informations. Cette étude est commune à l'ABN, l'OMVG, et est lancée depuis mai 2024 avec le bureau d'études SCP. Les actions qui sont réalisées actuellement, il y a eu un premier atelier visite de terrain qui est prévu en juin 2024 avec l'identification de sites pilotes sur les têtes de bassin de l'OMVG. Cette étude sera réalisée sur la base des études qui sont déjà existantes, d'abord ou bien en cours d'exécution au sein de l'OMVG, notamment le PDDI, le PDGIR Kayanga-Jeba et aussi le PDGIR Koriba-Koriba, ou d'autres des études qui sont exécutées au sein d'autres structures, comme l'UICN, dans le cadre du projet de gestion intégrée des ressources naturelles porté par la CEDEAO. L'étude se fera aussi avec l'implication des acteurs et communautés locales. Ça passe pas. Ah ouais. La deuxième activité concerne ce qu'on appelle l'hydrologie spatiale. Cette activité est commune à 5 bassins, à savoir l'OMVG, l'OMBS, l'ABN, l'ABV et STBLT. Elle est mise en œuvre avec le CNES et l'IRD. État d'avancement de l'étude, démarrage en juin 2024 avec la création de stations virtuelles et aussi l'élaboration de modèles bassins dans chaque bassin, dont l'OMVG. Il y a la formation en hydrologie spatiale pour l'OMVG et aussi les États membres. L'autre activité concerne l'hydrologie in situ, c'est-à-dire tout ce qui concerne les stations hydrométriques physiques. L'état d'avancement, c'est l'installation pour le bassin de la Gambie, l'installation de 4 stations hydrométriques dans les États membres, en concertation avec les États membres. Il y a aussi le choix des 6 missionnaires qui est en cours de réalisation pour juin 2024. L'autre activité concerne la reconnaissance et le diagnostic en 2024 puis l'installation des stations. L'autre composante concerne le renforcement des systèmes d'information sur l'eau et des outils d'aide à la décision. Cette étude est commune avec l'ABN. État d'avancement, c'est rédaction des TDR qui est en cours, démarrage des études prévues au deuxième semestre 2024. Cette étude s'inscrit également dans le cadre de la continuité des activités menées par l'OMV depuis 2021, dans le cadre de son projet de gestion intégrée de valorisation des données. C'est sur cette composante que j'ai terminé ma présentation. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Konaté. On va maintenant faire un intermédiaire entre les bassins avec l'intervention de Monsieur Lionel Goujon de l'Agence française de développement, qui va donner sa perception en tant que bailleur de fonds du projet d'Innoba. Lionel, je ne crois pas que vous n'ayez un PowerPoint. Hein, donc, à vous la parole. Merci beaucoup, Christophe. Bonjour à tous. C'est un grand plaisir d'être avec vous en cette dernière journée du Forum mondial de l'eau pour parler un petit peu de ce projet d'Innoba et de l'importance qu'il revêt pour l'AFD. Sans m'attarder dessus, mais avant de parler spécifiquement du projet, pour les personnes qui ne travailleraient pas spécifiquement sur les sujets de gestion des ressources transfrontalières en Afrique, je voudrais rappeler quand même toute l'importance du sujet. Vous le savez, les bassins transfrontaliers, c'est 60% de la ressource de la surface du continent africain, sans compter les aquifères transfrontaliers. Ça répond aux besoins de 80% de la population africaine.
Ce sont des enjeux clés pour la préservation de la biodiversité, le développement socio-économique et bien sûr le maintien de la paix. Donc c'est pourquoi ce sujet pour l'AFD est extrêmement important. Et c'est ce qui explique que depuis plus de 15 ans maintenant, nous appuyons de manière continue le renforcement de capacité des organismes de bassin transfrontaliers qui sont chargés de gérer ces ressources internationales. Si bien qu'en 2014, donc ça fait 10 ans maintenant, nous avons défini une stratégie dédiée à l'appui à ces organismes de bassin. Elle s'articule autour de 4 axes. La gouvernance d'une part, l'optimisation du suivi de la ressource en second plan, en troisième point la planification stratégique et enfin le financement durable. Donc vous voyez qu'à travers les activités d'Innoba qui ont été présentées, on recouvre très largement finalement ces 4 axes prioritaires qui sont les nôtres. Et alors néanmoins nos appuis, un constat que nous avons fait, c'est que ces appuis, ils rencontraient des difficultés dans leur exécution. Pour différentes raisons. D'une part parce que la mise en œuvre d'actions à l'échelle internationale est naturellement complexe, parce que les OBT demeurent dans bien des cas des organismes fragiles avec des financements insuffisamment pérennes, des équipes qui restent réduites. Et nous avons aussi constaté que les actions que nous menions avec chacun d'entre vous, puisque nous avions travaillé avec tous auparavant, sauf le MVG, donc je suis très content aussi de cette nouvelle opportunité de travailler avec vous, Monsieur Konaté, que ça ne permettait pas la mutualisation des efforts, ça n'était pas idéal pour le partage d'expérience, il n'y avait pas d'économie d'échelle en fait. Et c'est pourquoi donc cette idée d'Innoba a pris corps avec une approche renouvelée en fait pour nous, qui consiste à confier à un opérateur unique, qui est l'OIO, la coordination d'une approche globale entre plusieurs bassins et aussi dans le cadre d'un accord cadre qui a été passé par l'OIO qui permet ensuite de mobiliser de manière plus simple de diverses expertises et de manière plus souple et plus rapide aussi. Voilà, donc c'est ceci un petit peu la genèse d'Innoba. Alors, sans revenir sur les activités, peut-être je peux faire un petit focus sur le sujet du suivi satellitaire qui a été évoqué par mon collègue de l'OMVG juste avant, juste pour vous dire que c'est un sujet quand même intéressant, prometteur je trouve. Moi j'ai pour coutume de dire que l'eau c'est pas un secteur où les choses évoluent beaucoup, en fait c'est pas un secteur extrêmement technologique, c'est plutôt les sujets de gouvernance et d'institutions qui nous freinent. Mais alors moi qui étais absent quelques années du secteur, je trouve qu'une des vraies évolutions technologiques de la dernière décennie, c'est ce recours renforcé au suivi satellitaire qui vient compléter de manière utile les mesures in situ. Et je dis bien qu'il vient les compléter, donc c'est aussi le message, c'est de ne pas abandonner les efforts sur les stations de terrain parce qu'elles sont indispensables pour maintenir la qualité de l'analyse de ces images satellitaires. Et donc en fait, depuis une dizaine d'années, nous avons impulsé un groupe de travail sur l'hydrologie spatiale avec le CNES, avec tous les acteurs français de la recherche qui pratiquent aussi la gestion des ressources en eau. Et donc ce groupe de travail est en lien très fort avec les organismes de bassin transfrontaliers africains qui en sont les bénéficiaires au final. Et ce groupe dispose maintenant d'un outil nouveau suite au lancement il y a un petit peu plus d'un an du satellite SWOT qui vient nous offrir une précision inégalée en fait en termes de mesure de l'altimétrie spatiale et donc des ressources inédites en fait. Voilà. Peut-être juste quelques mots sur un premier retour sur notre vision de l'avancement de ce projet d'Innoba. C'est bien sûr trop tôt pour en tirer les conclusions, puisque les activités démarrent, le plan d'action est maintenant défini et maintenant il faut réaliser. Peut-être simplement noter deux, trois points de vigilance que nous avons et sur lesquels nous allons rester attentifs avec vous durant l'exécution du projet. D'une part, c'est le sujet de trouver un bon équilibre dans la gouvernance de ce projet entre, d'une part, une gestion centralisée que nous avons souhaité à travers l'OIO et à travers un appui renforcé au RAOB, et par ailleurs des volontés propres de chaque organisme de bassin avec leurs besoins propres, leur propre agenda. Et donc c'est cet équilibre dans la liberté de chacun et dans la volonté d'avoir une vision consolidée qui doit être trouvé. Je crois que pour l'instant ça se passe bien, mais je serais intéressé d'avoir vos retours aux uns et aux autres peut-être à l'issue de cette session.
Et puis l'autre sujet important à mes yeux, c'est celui de la coordination avec les autres projets, hein, parce que vous bénéficiez tous de plusieurs appuis, de plusieurs bailleurs internationaux, et donc il y a un enjeu de bien se compléter, de ne pas se dupliquer, d'autant plus que Dinoba est en fait un petit projet sur le plan financier. On l'a dit, 3 millions d'euros, c'est une somme conséquente, mais divisée entre 5 bassins, plus un appui Europe. Donc c'est finalement un petit projet par rapport à certains autres projets qui sont implémentés sur vos territoires. Et donc il est d'autant plus important qu'il soit en bonne complémentarité avec les autres et surtout qu'il s'attache à faire effet de levier. Et je finirai peut-être là-dessus, c'est-à-dire que derrière ça, pour nous, d'Innoba, c'est une opportunité de renouveler notre approche pour l'appui aux organismes de bassin transfrontaliers africains. C'était aussi l'opportunité de lancer une dynamique plus forte au niveau européen. Et vous le savez sans doute, on avait beaucoup appuyé le lancement de ce qu'on appelle une initiative Équipe Europe par la Commission européenne. Celle-ci avait été officiellement lancée au précédent Forum mondial de l'eau à Dakar. Et pour nous, l'objectif, c'est de faire levier sur d'autres financements européens, ceux de la Commission européenne, ceux des États membres également. Et Kevin Chrétien, qui est là, vous parlera par exemple d'une autre initiative sur le jumelage cet après-midi. Donc ceci est en bonne voie et j'espère que ça va continuer à susciter de l'intérêt au sein de la communauté des bailleurs pour continuer à appuyer encore plus fortement ces structures importantes que vous représentez. Merci beaucoup. Merci Lionel, merci beaucoup à l'Agence française de développement pour son appui au nom des organismes de bassin et merci également pour la confiance témoignée à l'OIO. On va ensuite, we're going to switch to English, so please, those who don't speak English, you can take the headphones. And we go to East Africa with Mr. Sami Osman from Avec NELSA. Monsieur Sami Alzab de ESMA, avec l'initiative de NELSAP. Encore une fois, vous pouvez écouter avec les écouteurs. S'il vous plaît, la dernière présentation. Mr. Sami, you have the floor. Thank you very much. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, Bonjour. je suis désolé, je ne parle pas bien français. Je vais parler en anglais. Okay, just wait for the presentation. On va attendre la présentation, d'accord. Ici, je représente l'initiative du NBI. Nous sommes une initiative qui sont depuis 1999 de 10 pays du bassin, Burundi, Congo, Kenya, Rwanda, Soudan, Tanzanie et Ouganda. Notre objectif commun est d'arriver à un développement durable socio-économique et d'avoir les bénéfices du bassin. Nous avons des fonctions de base qui sont la coopération des gens dans le bassin. Nous avons la gestion des ressources de l'eau et le développement des ressources de l'eau. Nous avons 3 bureaux en Ouganda, en Éthiopie et au Rwanda. Et nous avons aussi des bureaux d'implémentation, celle qui est en Éthiopie, à Addis Abeba, et moi, où est-ce que j'habite, le NELSAP-CO au Rwanda. Nous avons la stratégie de 10 ans, de 2017 à 2027, qui est la sécurité, l'énergie de sécurité, la sécurité en termes d'alimentaire, la durabilité et aussi supporter les échanges transfrontaliers. Et nous contribuons aussi à la vision de l'eau africaine de 2025 et l'agenda 2063. Aussi, juste une petite vue d'ensemble de ce que nous faisons. Nous préparons et identifier et
implémenter des projets comme des programmes d'investissement, la préparation aux, aux inondations, de l'électricité, l'agriculture et aussi la gestion de nos bassins. Vous pouvez aller voir et voir nos 200 projets avec l'adresse qui était au bas de l'écran. Maintenant, allons à Dinoba. Je ne peux pas en parler trop longtemps parce que le, mon collègue avant en a parlé. On sait que c'est aussi le soutien dynamisant des bassins transfrontaliers dans le contexte du changement climatique. Et on a 3 millions d'euros et nous voulons améliorer l'intégration régionale et le développement. Donc, pour le NBI, nous avons 4 catégories. Nous avons une étude pilote de l'eau souterraine. Nous avons un plan stratégique du NELSAP-CU. Nous avons des études de pré-investissement pour le HP et nous avons des activités pilotes pour les zones humides. Donc, pour le premier projet, qui est le développement et la planification des eaux souterraines, nous voulons bien entendu renforcer les capacités pour améliorer les connaissances au niveau national et régional concernant l'eau souterraine et le développement de cette souterraine au niveau national et régional. Qui est dans l'aquifère de la rive Vallée et Maganga, entre le Congo et l'Ouganda et le Rwanda. Nous voulons évaluer l'eau souterraine et faire du mapping qui pourra être mis à jour quand nous avons assez de données. Et bien entendu, nous allons avoir des ateliers de validation pour ces catégories. Et le deuxième objectif est de mettre à jour le plan stratégique du NELSAP. Alors, comme je vous ai montré, nous avons une stratégie sur 10 ans qui sera décomposée en 2 fois 5 ans. Donc, ce qu'on avait de 2017 à 2022, là, en ce moment, avec Dinoba, nous voulons mettre à jour pour le 2023 à 2027, mais aussi, on a eu des leçons que nous avons apprises. Nous voulons aussi analyser et évaluer ce que nous avons appris, identifier des défis, qu'est-ce que nous avons appris. Et ensuite, nous allons développer un nouveau plan stratégique pour 2023-2027. Et en faisant partie des activités, nous voulons un design conceptuel de l'hydroélectricité, de l'infrastructure et de l'électricité qui est entre le Kenya et l'Ouganda. Nous voulons améliorer la sécurité électrique. Ça sera fait en faisant des infrastructures hydroélectriques avec des lignes de transmission, aussi des accès à la route en milieu rural et gestion environnementale pour s'assurer la restauration aussi des bassins versants. Nous voulons, les bénéfices sont de donner de l'électricité pour les gens dans le milieu agriculturel, domestique et pour des utilisations industrielles. Ce projet s'aligne avec la vision 2030 de Kenya et la vision 2040 de l'Ouganda. Le dernier, mais non le moindre, le projet des zones humides de Semliki. C'est une zone humide entre le Congo et l'Ouganda. Les activités, c'est la création de conscience et au niveau national pour les
pays, d'identifier les parties prenantes pertinentes et l'entraînement et le renforcement de capacité. Nous allons avoir le développement de matériel pour l'entraînement, développer la conscience et une campagne de conscientisation dans les communautés et, bien entendu, améliorer la coopération, l'approche coopérative vers les zones humides en termes de comités transfrontaliers. C'est le sommaire des 4 catégories que nous allons faire sous ce projet. Je voudrais remercier l'agence et nous attendons aussi des bénéfices et d'autres organisations. Ce ne sont pas que ces activités, mais on a appris de d'autres communautés et d'autres organisations de bassin. Merci beaucoup. Thank you very much, Mr. Samy. We see that Dinoba is going from Merci beaucoup, M. Samy. Nous voyons que Dinoba va de l'Afrique occidentale et aussi l'Afrique centrale et l'Est, mais malheureusement, nous n'avons pas tous les représentants ici avec nous. Les autres de Dinoba avec un certain nombre d'activités qui leur sont consacrées. Il en va de même de la Commission internationale du bassin Congo-Ubangi-Sanga, la SICOS, qui fait l'objet par ailleurs d'un autre appui de l'Agence française de développement, mais qui participe aux échanges d'expériences avec le RAOB de la composante 4 du projet d'Inoba. Et la SICOS n'est pas non plus ici à Bali. Last but not least, comme disait Monsieur Samy, le bassin du Sénégal qui a un rôle spécial dans Dinoba puisqu'il est à la fois bénéficiaire ainsi que d'un autre projet de l'AFD qui s'appelle Screen, mais aussi en tant que secrétaire du RAOB. Et donc l'OMVS va terminer ses présentations et on vous laissera bien sûr ensuite la parole pour des échanges et des questions pour terminer cette session. Donc je vous présente Monsieur Ababakar Mbaye, le directeur de l'environnement et du développement durable de l'OMVS. Alors merci Christophe. Je m'en vais vous faire vraiment un complément à la suite de l'exposé introductif de ma collègue Aminata, donc qui est le point focal évidemment donc de Dinoba au niveau de l'OMVS. Comme l'a dit Christophe tout à l'heure, l'OMVS représente le secrétaire technique permanent donc du RAOB. Alors je vais essayer de parler de 3 éléments essentiels qui en réalité au niveau de l'OMVS, partant d'abord de la source qui est évidemment le massif du Fouta-Djallon, quand on sait qu'on a l'habitude de dire que le massif du Fouta-Djallon constitue le château d'eau donc de l'Afrique de l'Ouest. Dans ce cadre-là, évidemment, il faut essayer de penser que la préservation et le contrôle et le suivi tout simplement de l'écosystème constitue évidemment quelque chose de fondamental. Et je crois qu'avec Dinoba, nous avons prévu donc bientôt la réalisation de quelques projets pilotes pour pouvoir contribuer à la restauration et à la préservation tout simplement donc de cet écosystème qui est actuellement dans un avancement donc terrible au niveau de la dégradation. Alors, au niveau de Massif Fouta-Djallon aussi, il faut noter que il y a nécessité de mettre en place un observatoire. Évidemment, avec la CEDEAO qui a donné mandat à l'OMVS dans un premier temps de mettre en place un observatoire régional de l'eau et de l'environnement pour essayer de coordonner un peu les actions permettant évidemment d'aller dans le sens de cette présentation que j'ai tout à l'heure. Évidemment, les autres bassins aussi peuvent faire de même pour permettre évidemment à la CEDEAO d'avoir une fédération de l'ensemble tout simplement des observatoires. Donc voilà cette orientation qui est mise en exergue. L'autre point, c'est par rapport au Screen, avec l'appui évidemment donc de l'AFD, nous a permis évidemment de pouvoir aller dans le sens du suivi de la qualité des eaux et de la quantité de façon globale à travers évidemment donc l'e-Screen, à travers évidemment donc cette technologie qu'on a parlé tout à l'heure, l'hydrologie spatiale, l'altimétrie spatiale, donc qui va évidemment nous permettre
de faire évidemment le suivi de façon rigoureuse pour avoir évidemment une orientation pérenne, seulement donc de la qualité, donc tout simplement donc de fleuve Sénégal. Alors à ce niveau-là aussi, je crois qu'il faut penser déjà à l'état de l'environnement. L'OMVS a évidemment au niveau du commissariat a donc la responsabilité de suivre l'état de l'environnement au niveau de l'ensemble du bassin du fleuve Sénégal. Donc c'est dans ce cadre-là aussi qu'il faut penser à établir évidemment donc un rapport donc biannuel permettant d'avoir évidemment donc ce suivi de façon concrète. Et pour terminer, par rapport aussi tout simplement à l'état de l'environnement, il y a le suivi évidemment du TIFA, des plantes aquatiques vraiment envahissantes qui vraiment sont néfastes à l'écoulement de l'eau de façon permanente au niveau donc, du fleuve, surtout en ce qui concerne l'aménagement hydro-agricole. Et là aussi, je crois que des actions sont en train d'être menées pour pouvoir vraiment lutter contre cette prolifération donc, du TIFA. Pour terminer dans le cadre partenariat, le partenariat, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'OMVS étant le secrétaire technique permanent donc, du RAOP, donc ce partenariat joue un rôle fondamental parce que dans un premier temps, ma collègue est revenue là-dessus tout à l'heure, donc avec l'accompagnement de Dinoba qui a permis évidemment d'avoir une formation donc, sur l'hydrodiplomatie avec des représentants d'ODP, des acteurs qui sont les structures techniques, mais nous avons aussi des jeunes professionnels qui en réalité sont venus pour vraiment assister à cette formation-là. Et là, je crois que ce partenariat va continuer de façon pérenne et aussi développer un partenariat avec les autres réseaux comme l'OIO qui en réalité nous accompagne dans vraiment tout simplement la mobilisation des OBD, dans la gouvernance et dans aussi tout simplement les renforcements de capacités comme chacun l'a dit tout à l'heure ici. Donc voilà ces quelques éléments sur lesquels je voudrais vraiment compléter donc pour évidemment en ce qui concerne l'OMVS. Je vous remercie. Merci, monsieur le directeur. Il nous reste un petit peu moins de 15 minutes pour des échanges. Donc, on attend vos questions aux organismes de bassin, vos questions éventuellement à l'AFD ou à l'OIO. N'hésitez pas. Oui. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, je suis Diallo Mariama, la directrice financière de l'OMVS, du Haut-Commissariat précisément. Je voudrais vous remercier les partenaires financiers et techniques du projet d'INEBA, qui est une belle initiative dans le cadre du renforcement des capacités. Donc, il a été tout à l'heure notifié que le financement n'est pas très important pour cette phase. J'imagine que la prochaine phase les préparatifs de la prochaine phase ont déjà commencé. Et j'ose espérer que nous aurons un financement conséquent pour la prochaine phase. Merci. Merci, Madame Diallo. Alors, il ne s'agit pas d'une question, mais je me permets de répondre en complétant le propos de Lionel Goujon, c'est-à-dire qu'en fait, Dinoba sert de levier à d'autres financements, en particulier, comme Lionel l'a évoqué, ce qu'on appelle la Team Europe Initiative, qui a été lancée, qui est donc un projet d'importance de plus de 400 millions d'euros, qui concerne l'ensemble des bassins transfrontaliers africains. Et d'ores et déjà, à travers Dinoba et d'autres projets, il peut y avoir, en particulier sur le bassin du Sénégal, et je crois savoir aussi l'aquifère sénégalo-mauritanien, des financements complémentaires à Dinoba qui vont arriver prochainement, donc à travers l'Union européenne. J'en profite pour dire, c'est l'occasion également que il y a une présentation cet après-midi à 15 h au pavillon Water for All, BNDCC 1, si je ne me trompe pas, pavillon européen, à 15 h de l'initiative Peer-to-Peer qui se rapproche de la composante 4 de d'Inoba, donc comme son nom l'indique, Peer-to-Peer, des jumelages entre des bassins africains, mais également dans d'autres continents. Donc vous êtes les bienvenus à cette présentation à 15 h. Y a-t-il d'autres questions? Oui, monsieur le commissaire adjoint. Merci beaucoup. Je voudrais vraiment féliciter et remercier les panélistes pour la qualité de leur exposé.
ceci nous a permis de savoir d'abord que Dinoba, ce n'est pas qu'au niveau de l'OMBS, il y a Dinoba au niveau des autres organismes du bassin. Mais ceci m'amène à poser quelques questions. Bon, ceci m'amène à poser quelques questions pour des compléments d'information, parce que les panélistes ont estimé que tout un chacun est à leur niveau de compréhension du processus. Ils ont avancé des termes qui sont restés en l'état incompréhensible pour nous autres qui sommes des profanes. Voilà. Notamment, chacun d'eux, je crois, ou les trois premiers ont eu à parler de l'élaboration d'un programme de plan d'investissement climat. Est-ce que la responsabilité du Dinoba s'arrête au niveau de l'élaboration du plan d'investissement climat, ou bien sa responsabilité va au-delà, c'est-à-dire de la mise en œuvre du plan d'investissement climat? On aurait aimé peut-être que vous alliez un peu dans les détails pour ça. Ensuite, il y a deux intervenants qui ont parlé des financements autonomes. En quoi ça consiste? Comment est-ce que ça fonctionne, les financements? En quoi ça consiste? J'aurais aimé peut-être que chacun soit édifié en cela en partant de cette salle. Le deuxième ou le troisième intervenant a eu à parler du choix des soumissionnaires. Ça, le terme là, c'était la première fois que j'entends ça dans le processus de mise en œuvre d'un projet, le choix des soumissionnaires. Ça consiste à quoi? Le choix, il a cité ça comme activité, choix des soumissionnaires. Bon, je ne comprends pas ce que c'est. Bon, ma dernière préoccupation, étant donné qu'au niveau de plusieurs organismes de bassin, il y a le projet d'Inoba. Avez-vous pensé à un mécanisme de coordination entre ces différents projets et comment va fonctionner ce mécanisme de fonctionnement? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Max Bangoura, au commissaire adjoint de l'OMVS. On va laisser la parole aux OBT pour répondre. Donc, premièrement, sur le programme investissement climat de l'ABV, mais également une question sur les études sur le financement pérenne. Je me permettrai de répondre à votre question sur l'accord cadre. Donc, en fait, c'est une manière de passer les marchés dans le projet d'Inoba pour aller plus vite. On a convenu avec l'AFD de faire une présélection d'un ensemble de 5 groupements de bureaux d'études, ce qui permet ensuite d'aller plus vite dans la passation des marchés de d'Inoba. Mais je laisse la parole aux organismes de bassin pour répondre à vos autres questions, Monsieur le Haut-Commissaire. Ok, merci. Merci Christophe, merci à Monsieur le Haut-Commissaire adjoint aussi pour ces questions pertinentes. Oui, les plans investissement climat, en quoi ça consiste? Et je crois que votre question plus précisément est où s'arrête la responsabilité de Dinoba. Certainement que Christophe reviendra là-dessus. Pour ce qui concerne les plans climat, c'est une réponse à l'adaptation au changement climatique en ce moment. L'idée étant de faire les diagnostics et d'élaborer un plan de façon à contrer, en tout cas, ou à atténuer les effets des changements climatiques. Maintenant, dans le cadre du projet, effectivement, c'est le financement de ce plan-là qui est acquis pour le moment. Donc, pour ce qui concerne la suite, certainement, M. Christophe Brachet reviendra là-dessus. Quant au financement autonome, il s'agit en réalité d'appliquer les principes qui sont que l'eau doit financer l'eau. En tout cas, pour ce qui concerne l'autorité du bassin de la Volta et certainement pour bien d'autres autorités aussi. Donc, l'eau doit financer l'eau. Pourquoi cela? Parce que l'eau, c'est vrai, c'est un bien social, mais l'eau, c'est un bien économique aussi parce que ça rentre dans la réalisation de nos infrastructures, de tout ce que nous réalisons d'économie. Et pour cela, il est demandé que les différents acteurs puissent contribuer.
Donc, il a été donc institué au plan international le principe préleveur-payeur. Celui qui prélève de l'eau pour réaliser une activité économique doit pouvoir contribuer, ne serait-ce qu'une infime partie, pour que l'on puisse aussi prévoir la gestion de cette ressource-là. Il y a aussi le principe pollueur-payeur. Dans nos différentes activités, nous sommes amenés à polluer consciemment ou inconsciemment la ressource eau. Donc, sur ce plan, vous devez normalement contribuer aussi d'une certaine manière, financièrement bien sûr. Et ensuite, il y a le principe usager-payeur. Ça peut concerner l'hydroélectricité par exemple. Ce n'est pas un prélèvement en tant que tel, mais ça utilise la ressource eau. Donc, vous devez pouvoir payer pour que l'on puisse continuer à entretenir cette ressource-là. Donc, voilà ce qu'on appelle, en tout cas pour notre entendement, financement autonome. Donc, c'est des ressources qui seront recueillies au niveau du bassin hydrographique et qui vont servir à la gestion des ressources en eau de ce même bassin-là. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Milogo. Ce problème du financement pérenne, justement, concerne plusieurs bassins. Peut-être également l'OMVG peut s'exprimer là-dessus. Oui, merci, Monsieur le modérateur. Effectivement, je suis solidaire avec tout ce que mon collègue de l'ABV a dit par rapport au financement autonome des organes de bassin. C'est vraiment un problème qui intéresse la presque totalité des organes de bassin. La grande difficulté des organes de bassin, c'est comment s'autofinancer, c'est comment assurer le fonctionnement. Sur ce plan-là, tout ce qu'il a dit, c'est vrai, mais quand même, je pense qu'il ne faut pas restreindre l'horizon. C'est-à-dire qu'il faut l'élargir à tous les mécanismes qui permettront aux organes de bassin de fonctionner de façon autonome. On peut penser, par exemple, même au niveau des prélèvements, au niveau des instances régionales comme la CEDEAO, comme l'UEMOA, penser à des prélèvements qui permettront aux organes de bassin de fonctionner comme d'autres institutions. C'est-à-dire qu'il ne faut pas limiter seulement uniquement au niveau du bassin, mais aussi il faut penser au niveau régional, au niveau sous-régional. Comment trouver des mécanismes qui permettront à ces organes de bassin de fonctionner de façon autonome et durable. Je vous remercie. Merci, Monsieur Lamine. Il reste, je pense, une ou deux questions. Il nous reste que 2 ou 3 minutes, donc merci d'être rapide dans les questions pour avoir le temps d'y répondre. Oui. Oui, bonjour, Jean-Marc Philippe, Société Canal de Provence. D'abord, un grand merci pour la confiance que l'OIO, l'AFD et les OBT nous font, puisqu'on est l'un des groupements de bureaux d'études retenus. On a la chance de travailler sur le foutage jalon, avec un premier atelier au mois de juin. Moi, j'avais un commentaire pour faire suite à la remarque de Lionel tout à l'heure sur les nouveautés en matière de GIR. Donc, à juste titre, Lionel Goujon parlait de télédétection, qui est une vraie avancée ces dernières années. Et moi, j'en avais une autre en tête, mais je voulais avoir les réactions des organismes de bassin. C'est la nécessité, à mes yeux, de faire le lien entre grand cycle et petit cycle de l'eau dans vos bassins versants. Donc, entre le grand cycle, sur lequel vous travaillez beaucoup, évidemment, vous, organismes de bassin, et les petits cycles au sein du monde agricole, qui est un grand consommateur d'eau, au sein des villes ou au sein des industries. Est-ce que c'est un sujet qui vous préoccupe actuellement? Et puis, est-ce que c'est un sujet qui pourrait nous permettre d'envisager d'autres perspectives de collaboration dans les mois, les années qui arrivent? Parce que comment s'adapter au changement climatique sans accompagner les usagers de l'eau à une gestion beaucoup plus précautionneuse de cette ressource? Merci. Alors, je vais laisser, je crois que ça va être un peu le dernier mot, la parole à Monsieur Pierre-Alain Roche, qui a sans doute des éléments de réponse à fournir sur cette question. Oui, bonjour. Pierre-Alain Roche, j'ai la chance de travailler avec l'Office international de l'eau sur la CBLT. Comme elle est pas présente aujourd'hui, je voulais juste témoigner des efforts qui sont faits. Vous savez que le lac Tchad est dans un contexte géopolitique particulièrement difficile. Sur le terrain, la géopolitique est dominée par l'occupation par Boko Haram des abords. La télédétection a donc été, depuis longtemps maintenant, pour le bassin du lac Tchad, un des outils majeurs de connaissance. Fort heureusement,
La baisse des niveaux du lac s'est estompée avec les dernières années où il y a eu des pluies abondantes. Donc maintenant, le lac a retrouvé un petit peu plus de débit. Et évidemment, l'hydrologie in situ, dont on a parlé les uns et les autres, est extrêmement difficile à gérer puisque beaucoup d'acteurs ont du mal à se déplacer sur le terrain. La connaissance des prélèvements est aussi une difficulté. Elle est encore difficile à développer. Et ce que nous faisons, ce que la CBLT a souhaité faire avant même de rentrer dans les mécanismes de paiement autonome, etc., c'est de revisiter en fait les services rendus par la CBLT à ses pays membres. Et il y a un magnifique site de connaissances qui est développé. Il y a un modèle qui est géré, qui est très intéressant, modèle du bassin. Bien évidemment, les prélèvements urbains, pour revenir à la question, et la question de la gestion des eaux pluviales en milieu urbain est particulièrement importante dans les parties amont du bassin où il y a des inondations significatives avec la reprise des pluies. Et donc tous ces sujets-là sont au cœur des préoccupations de nos collègues de la CBLT. Je n'oserais pas parler à leur place, mais ils sont très présents dans le dispositif. Merci. Merci beaucoup Pierre-Alain. On arrive malheureusement à la fin de la session. Je vais demander à tous les panélistes de venir faire la photo de famille. Et vous remercier tous pour vos questions. On n'a pas répondu, Jean-Marc, à ta question, mais par exemple sur le bassin du Sénégal, c'est l'alimentation en eau de Nouakchott, l'alimentation en eau, en tout cas en partie de Dakar aussi, qui est à travers l'OMVS, et on retrouve ce problème dans d'autres bassins. Peut-être un dernier mot de l'ABV, et merci de venir pour la photo, Aminata et les autres. Oui, juste par rapport à cette question d'intégration, il faut dire que pour ce qui concerne les organismes de bassin, c'est vraiment la gestion intégrée. Et qui dit intégré parle nécessairement de ces grands cycles, petits cycles, au-delà de ces cycles, intégration amont, intégration aval, au-delà de ça, intégration dans les politiques, dans les différents aspects avec l'intégration des écosystèmes. Je crois qu'en cette matière, effectivement, nous sommes en plein là-dedans. C'est l'intégration, la gestion intégrée des ressources en eau. Merci. Donc merci pour la photo, Monsieur Mbaye, Aminata.